et donc sur les nouveaux modèles de développement. Alors, sans plus tarder, alors vous voyez qu'il manque un de mes intervenants du jour, qui est Rob Hopkins, qui va arriver incessamment sous peu. Il y a eu un peu de retard dans la logistique de son repas. Donc, pour introduire cette séance, ce que je vous propose, c'est de repartir en fait d'un élément qui a été lancé par l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération il y a quelques mois, puisque c'était tout début septembre, un appel à la résilience. Un appel à la résilience qui avait comme grand principe de partir du vécu des territoires, des expérimentations des territoires pour construire les leviers, les mouvements qui allaient structurer l'économie de demain, le développement de demain. Et donc cet appel à la résilience fait écho à finalement le sujet, l'objet de notre réunion ici, et notamment écho à toutes les expériences dont on va entendre parler ici. Cette idée que finalement c'est sur les territoires, c'est au sein des territoires que l'on expérimente, que l'on crée les modèles de demain, les leviers de demain, elle est assez ancienne finalement dans la région, puisque la région Hauts-de-France est pionnière dans le développement de nouveaux modèles économiques inspirés et en phase avec le développement durable. Elle est aussi pionnière, on fête aujourd'hui les 5 ans de REF 3 à travers des formes de politique économique, des formes d'intervention innovantes qui cherchent à soutenir ces initiatives, notamment locales, cette créativité locale. Et elle est également singulière par sa forme nouvelle à travers les modes de coopération entre des acteurs de formes, de statuts, très différents. On va voir dans les initiatives qui vont être présentées ici que la limite n'est plus présente entre des initiatives d'entreprises, des initiatives d'institutions et des initiatives de citoyens, que tous sont amenés à se rencontrer dans l'ensemble finalement de ces projets nouveaux, de ces formes nouvelles de création de territoire, de production de territoire. Dans ce cadre-là, l'Institut européen de l'éco de la fonctionnalité a lancé depuis quelque temps un atelier autour des villes pilotes de la transition, et donc à cette ambition de faire se rencontrer les expériences les plus innovantes du territoire français entre elles déjà, pour voir quels sont finalement les éléments, le sel un peu commun à chacune de ces initiatives. Et avec la conférence d'aujourd'hui, on prend un palier supplémentaire qui est d'aller regarder finalement l'échelle mondiale, essayer de voir, c'est l'ambition de ce groupe-ci, de voir finalement ce que sont les points communs, les points de convergence, les questions communes finalement à des initiatives qui se jouent à des échelles parfois très globales, pour le cas notamment du mouvement des villes en transition que Rob Hopkins rentre à point nommé. Donc ce mouvement des villes en transition qui se joue à une échelle plurinationale à travers plusieurs pays, plusieurs villes, tout un réseau. D'un autre côté, on va avoir des mouvements plus localisés, plus présents dans un territoire particulier, une ville particulière, et puis jusqu'à l'expérience régionale que représente notamment SIA, mais qui a une portée bien au-delà finalement de la seule dimension locale, puisque sans tout dévoiler tout de suite, on voit que derrière des initiatives sur des objets très précis, avec des visées aussi très fonctionnelles, très immédiates, en fait se produisent les lignes de force d'un modèle nouveau, de nouvelles formes finalement de coopération et de recomposition, y compris des représentations que l'on a en tête sur les formes de l'économie, sur les séparations que l'on a en tête, que ce soit du statut des acteurs, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi sur les objets sur lesquels on travaille. On a une reconfiguration des objets très présente à travers les expériences qui vont nous être présentées ici. Je ne vais pas m'appesantir beaucoup plus, je vais tout de suite vous introduire donc nos différents intervenants pour gagner un peu de temps sur notre retard et ainsi vous laisser le temps à la fin de la séance de poser quelques questions. Alors, autour de la table, nous avons Marie-Hélène Foubet, qui est donc du groupe SIA, directrice au sein de ce groupe. Nous avons Rob Hopkins, qui est donc du mouvement des villes en transition, et Luciano Marcos Silva de l'INSEA, qui va nous parler notamment de l'expérience des chiffonniers près de Belo Horizonte. C'est ça ?
Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer, Marie-Hélène, de commencer en nous présentant déjà un peu le groupe SIA et ce que vous faites, et ensuite de rentrer justement dans ces premières expérimentations de ville en transition que vous avez menées déjà depuis quelques temps. Merci. Alors le groupe SIA, je vais partir du haut, c'est le pôle opérateur immobilier social des caisses d'épargne réparti sur toute la France avec un modèle un peu particulier. On représente 250 000 logements en France avec une vingtaine de personnes à Paris pour la consolidation financière du groupe, etc. Mais des sociétés de plein exercice sur leur territoire, ce qui est le parallèle parfait des caisses d'épargne sur les territoires. Donc il y a vraiment, notre actionnaire nous demande d'être vraiment des sociétés de plein exercice pour une raison simple, c'est qu'on ne gère pas du logement dans les Hauts-de-France comme on en gère à Marseille-Nord, puisque j'ai 2 collègues qui travaillent sur Marseille, et c'est les mêmes problématiques de fragilité, on y reviendra, mais c'est pas du tout la même façon d'intervenir. Alors il y a 2 ans, le groupe a réuni l'ensemble de son encadrement pour définir un projet stratégique très orienté territoire, et ce projet s'appelle Grandir ensemble. Dès qu'on a dit ces 2 mots, c'est comment grandir ensemble avec nos partenaires qui sont multiples. L'habitat est un métier absolument passionnant où on a affaire, on fait de l'aménagement de territoire, on fabrique la cité, on cause aux habitants, on cause aux EPCI, on cause aux associations. C'est un métier très diversifié. Et donc le but de ce projet stratégique, c'était de grandir tous ensemble et surtout de mettre l'habitant au cœur de tout. Vous voyez que je vais vite arriver à mon sujet, et en particulier pour SIA, qui est un groupe de 45 000 logements avec une filiale d'accession sociale à la propriété, et 45 000 logements sur l'ensemble du territoire, mais essentiellement l'histoire de l'entreprise, c'est les maisons minières, c'est-à-dire que l'entreprise est née de 7 000 logements du bassin minier de charbonnage de France, et aujourd'hui elle en a 45 000 avec un projet de développement sur l'ensemble du territoire, mais sur le bassin minier, on représente aujourd'hui 30 000 logements. Ce qui nous a... Quand on a décliné le projet stratégique du groupe, c'était déjà commencé chez SIA parce qu'on a aussi un fonds de dotation sociale sur l'innovation sociale qui existe depuis 2011. C'est de se dire comment on met l'habitant au cœur de tout, en particulier sur un territoire qu'on appelle la banane minière, 120 km de long, 5 km de large. Et je pense que vous êtes beaucoup issus de la région, un territoire en très grande fragilité. Très grande fragilité sociale, économique, culturelle, la santé, enfin on en parle assez partout. Un patrimoine essentiellement composé de maisons individuelles, donc c'est pas des grands collectifs, c'est pas Sarcelles, c'est pas Marseille-Nord. Par contre, à l'intérieur, c'est un ensemble de populations, soit des ayants droit des mines, et il y en a de moins en moins, vous voyez pourquoi, soit des populations qui ont vécu tout ce démantèlement industriel et la fermeture des mines, et on s'est dit comment ce territoire, on est un intervenant du territoire parce qu'on a beaucoup de logements, notre cousin Germain, ses maisons et cités, il en a encore plus, il en a 63 000 de logements, et on s'est dit comment on crée de l'innovation et comment on met l'habitant au cœur de tout. Première remarque, on ne parle plus de clients, on ne parle pas de locataires, on parle vraiment d'habitants, puisqu'en fait on est parti du principe que l'usage de l'habitat se transforme profondément. Les gens n'utilisent plus l'habitat comme ils l'utilisaient précédemment. Et tout ça dans un monde d'HLM. Alors on est une société anonyme d'HLM, bien sûr très réglementée par l'État, puisque nous exerçons une mission d'intérêt général par délégation des pouvoirs publics, avec une très grosse réglementation, mais un monde HLM depuis 30 ans qui se disait « j'achète un terrain, je construis une maison, je loge des gens et terminé ». Dans le projet Grandir Ensemble, on s'est dit, c'est quoi le métier de demain? C'est quoi le bailleur social de demain? Après avoir beaucoup discuté avec des grands groupes, avec des collègues, un grand groupe de BTP nous disait, nous, construire massivement du logement, on saurait le faire à votre place. On n'a même pas le code des marchés publics. On nous dit de construire 100 000 logements, on vous les construira. On ne saurait pas gérer les populations qui sont à l'intérieur. Et c'est là où on arrive au cœur du sujet. C'est comment on met l'habitant au cœur de tout. Dans des cités massives, à titre d'exemple, nous avons 2 communes où nous sommes propriétaires de 54% de la commune. C'est vous dire si on est très surveillé par l'élu. Parce que selon qui on loge en lui-même, on peut le mettre en difficulté. Ça, c'était pour la note d'humour. Et c'est de se dire comment on fait pour mettre l'habitant au cœur de tout. Et est arrivé par là-dessus
je vais utiliser après les initiales, l'engagement pour le renouveau du bassin minier qui a été décidé par l'ancien gouvernement, pérennisé par le gouvernement actuel, c'est-à-dire un grand plan sur le bassin minier qui part de la rénovation énergétique des logements, qui pour la plupart, pour SIA, il y en a beaucoup, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire une réhabilitation qui ne peut se faire que par l'intérieur du logement, on n'a pas le droit de toucher aux façades, et de se dire comment on va mener ces opérations de rénovation énergétique. Grenelle de l'environnement, on avait un rythme qui était soutenu, et l'engagement pour le bassin minier, c'est deux choses, c'est accélérer la rénovation énergétique, pour deux raisons, le climat bien sûr, parce que ces maisons individuelles sont des passoires énergétiques, elles sont tous classées en F ou G, donc vraiment il était indispensable de très très vite améliorer l'étiquette énergétique. Et la deuxième raison, comment redonner du pouvoir d'achat aux habitants. Je vous cite un exemple, la première réhabilitation qui a déjà 5-6 ans, les gens payaient 120 € de gaz par mois en abonnement, ils sont tombés à 50 €, on a 4 ans de recul, on a mis des compteurs individuels et ça marche. Donc c'est 50 € directement en pouvoir d'achat, puisque nous n'avons pas augmenté les loyers. La règle chez SIA, c'est quand on peut, maximum 20 € par mois pour un gain de 60 €. Ça, c'est pour les quelques chiffres. Et donc, on s'est dit, comme on adhère au réseau Alliance, qu'on a des collaborateurs qui sont dans le réseau économie de la fonctionnalité, il y a sûrement une autre façon de voir les choses, c'est qu'on avait bien sûr des réunions d'habitants, des commissions d'usagers, on était vraiment dans la participation des habitants, et on a décidé de passer plutôt à la coopération. C'est-à-dire, c'est eux qui savent comment ils usent. Hein. Donc on rentre dans l'usage de l'habitat, sachant qu'on a une population qui peut être très jeune, qui peut être très âgée, puisqu'on a encore des veuves de mineurs. Hein. On a des gens qui sont très très âgés dans le bassin minier, on explose les chiffres nationaux. Donc comment ces opérations peuvent permettre le maintien à domicile, peuvent permettre de retrouver de l'activité dans ces cités minières où aujourd'hui les chiffres globaux ne sont pas bons du tout. Un taux de chômage élevé, un taux de problème de santé élevé, un accès à la culture très très moyen. Et donc suite à ça, on s'est dit que le projet stratégique de l'entreprise, globalement, serait l'habitant au cœur de tout, d'où le nom du projet, ACT, habitant au cœur de tout. Constitution d'une équipe et d'un logo qui s'appelle Cohesia, Cohésion SIA, hein, c'est aussi simple que ça. Et on a répondu à un appel à projet parce il y a eu deux choses qui ont été décidées, c'est de mettre un cadre responsable du projet stratégique de l'entreprise, parce que vous le savez tous, dans une entreprise, on fait un projet stratégique, on met dans le tiroir, puis 3 ans après, on se dit tiens, on n'a pas tout fait. Là, on a un responsable du projet stratégique, on est très présent sur le territoire, c'est 600 collaborateurs, la majorité étant à proximité des territoires. On a 3 directions territoriales de 15 000 logements, avec une gestion de proximité très importante, une filière médiation qui a été créée. Et c'est de se dire, on va aller en proximité des habitants, on va travailler sur l'innovation sociale. Premières actions, beaucoup travailler sur l'emploi. Comment on peut accompagner à l'occasion d'une réhab. En fait, la réhabilitation, c'est notre porte d'entrée chez l'habitant pour avoir une approche intégrée. Alors ça, c'est l'engagement pour le bassin minier. C'est une approche globale, une approche intégrée. On nous demande d'accélérer la réhabilitation thermique, mais de regarder aussi globalement quel est l'état de la cité. Parce qu'une cité minière, en soi, on a des cités où on a 400, 500, 600 logements. C'est un vrai village dans la ville, souvent excentré, bien sûr, puisque c'était à proximité de l'extraction du charbon. Et c'est de se dire comment on peut causer aux habitants, comment on peut les écouter et comment ils vont coopérer avec nous pour qu'on passe d'une cité réhabilitée à une cité productive. Donc c'est tout le projet ACT qui a été travaillé, et je rebondis sur ce que vous disiez et ce qui a été dit ce matin en plénière. L'objectif peut-être inconscient que moi j'avais et dont je rêve depuis longtemps, vous avez vu que ma carrière elle est plus derrière que devant, c'est de dire non d'une pipe. Quand est-ce que dans un territoire on va être tous autour de la table et qu'on va oublier un peu toutes les représentations qu'on en a. La méchante entreprise qui fait que du profit, qui s'occupe pas de son territoire, le méchant fonctionnaire d'État qui de toute façon nous fait des réunions qui n'aboutissent à rien, les associations locales qui nous demandent de l'argent pour fonctionner et qui ne nous rendent pas compte. Comment on sort de tous ces schémas et comment on se dit, mais sur un territoire, sur une cité, à l'occasion d'une réhabilitation, non seulement les partenaires se parlent, mais ils parlent surtout aux habitants de la cité. C'est les habitants qui font leur cité, qui la vivent, qui nous parlent. Donc on a répondu à un appel à projet de la Caisse des dépôts. On a été lauréat sur ce projet qui va se situer à Reims-Sabatier, une cité minière proche de Valenciennes.
Les ateliers ont commencé, on a commencé à dire aux habitants, on a un partenariat avec l'Université de Valenciennes, on a un chercheur qui travaille avec nous sur l'usage de l'habitat. Vous allez nous parler de vos logements, de la façon dont vous les utilisez, parce que vous êtes âgé, parce que vous avez des jeunes enfants, que faire de votre jardin. Je ne sais pas si vous connaissez les cités minières, il y a souvent un très grand bout de terrain autour, où les mineurs faisaient du jardin avant, faisaient une activité, et où aujourd'hui c'est plus compliqué. Comment on peut faire vivre la cité? On va intervenir massivement, alors souvent pendant 3 ou 4 ans, les entreprises vont être présentes. Et comment on va, à partir de l'habitant, les rendre acteurs de leur territoire et si possible rendre ce territoire productif. Donc cet appel à projet, il s'agit de travailler avec les habitants et de créer de la permaculture, c'est-à-dire que leur terrain, y compris les réserves foncières qu'on peut avoir autour, vont servir toute l'année à cultiver, à vendre éventuellement les produits, à se les échanger. Le but étant qu'il y ait dans ces quartiers un lien social qui se retravaille avec les gens, qui puissent se parler, qui puissent redécouvrir leurs voisins. Parce qu'on est quand même dans un paradoxe. Moi qui ai connu les cités minières, je suis pas ch'ti d'origine, j'ai posé mes valises il y a quelques années, mais dans les cités minières, il y avait une vraie vie de solidarité, d'échange. C'était une ville dans la ville. Et tout ce lien s'est délité au fur et à mesure des années, dû au fait du chômage, etc. On a des cités où il y a 40% de chômeurs. On a une cité où un jeune nous disait récemment que 4 générations de chômage. Parce que problème de mobilité, parce que problème de formation, peu importe, une très grande désespérance. Et donc sur REM, le but c'est de se dire on va rentrer par la porte l'habitat. Ça c'est pas de l'humour, hein. J'ai essayé de trouver une autre expression. C'est une porte d'entrée parce que nos habitants, quand tous les quartiers sont abandonnés, qu'il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de commerce, il y a le bailleur, il nous cause encore. Il y a des quartiers où c'est plus compliqué, mais il nous cause encore comment on peut être le vecteur pour amener des partenaires et pour redonner, pour faire de ces cités une cité productive. Alors pour l'instant à REM, c'est démarré, les travaux commenceront seulement mi-2019. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Parce que ce qui est important dans ce genre de projet, c'est de prendre beaucoup de temps avec les habitants pour les écouter, pour les entendre, pour répondre éventuellement à la demande. Et on est très très étonnés, parce que ça fait déjà plus de 6 mois que le projet est commencé, qu'il est effectivement retenu comme appel à projet national, que la région vient de nous labelliser en innovation sociale. C'est de dire on amène beaucoup de partenaires et on commence au bout de 6 mois. Je vais vous citer l'anecdote que je cite souvent. Quand on est revenu de Paris, suite au jury final, un habitant nous a dit à l'atelier « Alors on a parlé de nous à Paris ». Et ça, c'est un premier résultat. On n'est plus autant oublié et ça y est, on parle de nous et peut-être qu'on va écouter et qu'on va avoir des idées. Et aujourd'hui, sur les terrains, ça a commencé, on commence à faire de la permaculture. Alors, n'allez pas tout de suite acheter des pommes de terre, j'ai vu McCann tout à l'heure, pas tout de suite, elles pousseront l'année prochaine. Mais le lien social est en train de se recréer et on va être en appui de la réhabilitation. Ça va nous servir, nous, à créer un comité de quartier, puisque pendant la réhabilitation, on sort les gens pendant 6 semaines à 2 mois de leur logement, on casse tout, on refait un logement neuf pratiquement, qui va être soit en catégorie C, soit en catégorie B en termes énergétiques. Et pendant tout ce temps, on va travailler avec les habitants. Il y a 2 maisons qu'on ne relouera pas, qui seront des tiers-lieux où les habitants peuvent aller. Et on s'aperçoit vraiment au bout de 6 mois qu'il y a une foule de compétences dans ces quartiers, qu'il y a une foultitude d'idées, il suffit de les accompagner. Donc on est en train d'avoir plein de partenaires qui viennent avec nous. Et c'est un cercle vertueux, puisqu'on espère que dans 2 ans, il y aura de la production dans cette cité minière. Merci Marie-Hélène. Peut-être parce que ce que vous venez de présenter là, c'est quand même assez loin de ce que vous disiez du métier traditionnel du bailleur. Donc on imagine que derrière, c'est parce que c'est avec les mêmes gens à l'intérieur de SIA que vous faites cette transformation. Du coup, comment ça se traduit aussi pour les gens de SIA par une transformation? Ouais. Eh ben c'est pas gagné. Non, il faut se le dire, on ne dit pas comme ça un jour. Alors déjà, il faut aussi rappeler que ce n'est pas une expérience pour une expérience. Le but, c'est de trouver un modèle qu'on a déjà dans nos précédentes réhabilitations, mais de passer vraiment de la participation à la coopération, c'est terrible. Très souvent, des collaborateurs me disent « mais les gens, ils réclament ». Je leur dis « non, ils ne réclament pas, ils demandent, ils vous parlent ». Réclamer, c'est déjà péjoratif. Ils réclameront quand vous ne répondrez pas.
Et répondre, c'est pas dire oui à tout, c'est expliquer. C'est combien le budget, c'est comment les travaux, ça va se passer sous quel planning. Et en fait, la transformation culturelle de l'entreprise en interne, puisque j'ai eu la surprise d'avoir un groupe de cadres, hein, ils sont 5 ou 6, il doit y en avoir au moins 3 dans la salle, et qui sachent combien d'années ça va être chaud. Ils ont fait un petit groupe, sans me le dire, sur la transformation culturelle de l'entreprise. Et ils m'ont demandé rendez-vous un jour en me disant, voilà, on a fait un petit groupe, ça bouge pas aussi vite qu'on voudrait, et nous, on voudrait participer à ça, c'est-à-dire calmer l'angoisse des collaborateurs. Hein. Chez SIA, c'est une boîte qui va plutôt bien, donc j'ai des collaborateurs qui ont 30 ans, 35 ans de boîte. Et du jour au lendemain, c'est plus celui qui construit et qui fait 4 beaux murs en béton, qui est valorisé, c'est celui qui est en proximité, c'est le gardien. On a des gardiens d'immeubles, y compris dans les quartiers miniers, parce qu'on a quelques collectifs. C'est le gestionnaire locatif, c'est le médiateur. C'est comment on rééquilibre tout ça et qu'on dit oui à nos ingénieurs, ils font de beaux bâtiments, mais c'est pas intéressant le bâtiment. C'est les gens qui vivent dedans qui sont intéressants. Et c'est de savoir qu'on est passé d'un métier de massification de logements. Vous savez, à l'après-guerre, il fallait construire, il fallait reloger tout le monde. Aujourd'hui, l'enjeu des bailleurs, c'est qu'il faut passer de la rue au logement sans passer par l'hébergement. Et il ne suffit pas de faire ça, parce qu'un SDF qui passe dans un logement autonome, c'est pas si simple. Il faut loger des handicapés, des personnes lourdement handicapées, parce que Dieu merci, la médecine a fait des progrès. Mais il faut adapter les logements, il faut loger des personnes âgées. C'est-à-dire on est passé dans un métier de massivement construire, loger, un métier. Comment j'accompagne toutes ces populations spécifiques avec un État qui nous dit il faut les mixer. Et vous savez bien que la mixité sociale, ça se décrète, bien sûr. On prend un papier, puis on dit, allez, on va prendre un jeune, un vieux, un qui bosse pas. C'est pas aussi simple que ça. Et cette transformation culturelle, on l'accompagne énormément. On a 2 accompagnants perpétuels qui répondent à la demande, qui coachent des gens, parce que c'est important de ne pas oublier en interne d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils arrivent à appréhender en fait ce nouveau métier. Le cœur de métier n'a pas changé. Commission d'attribution, instruction de dossier, mais surtout l'écoute du locataire. On a créé un centre d'appel, les réseaux sociaux. Vous savez, maintenant, un locataire, il sait faire mon adresse mail, il m'écrit directement. Vous imaginez quoi? Vous imaginez comment ça perturbe un collaborateur de savoir que la directrice générale a été appelée par M. Dupont pour lui demander un truc, quoi. Donc c'est tout ça qu'on est en train de travailler, et c'est comme les habitants. Il faudra du temps, mais on va y arriver. Merci beaucoup. Alors, on reste dans un bassin minier, pas tout à fait le même, mais on passe donc à vous, Luciano, et l'expérience donc des chiffonniers au Minas Gerais. Donc, je vous laisse dérouler votre présentation et puis on voit si on a quelques éléments de discussion aussi. Je voulais tout d'abord remercier pour cette invitation, pour partager avec vous notre expérience au Brésil. Moi, je viens de l'État de Minas Gerais, je m'appelle Luciano, je travaille au INSEA. Il s'agit d'une ONG qui travaille comme soutien technique aux chiffonniers des matériaux recyclables. Et depuis 2001, nous suivons tous ces processus d'organisation, aussi bien au niveau des chiffonniers que des populations qui vivent dans la rue. Tout ça dans le but de chercher la dignité, de rétablir les liens de travail, les liens sociaux. Nous sommes présents dans l'État de Minas Gerais, dans l'État de São Paulo. Nous avons un petit réseau dans l'État de São Paulo. Nous sommes aussi dans l'État d'Espírito Santo et Amazonas. Toujours dans le sens de travailler autour de recyclage inclusif. Nous avons à peu près 128 villes où nous accompagnons ce processus, essayant de créer une nouvelle culture autour des résidus solides, parce qu'au Brésil, ça, c'est un problème très, très grave. Actuellement, nous avons 136 associations et coopératives et 9 réseaux qui sont, disons, comme des consortiums de groupes d'associations coopératives dans certaines régions qui s'organisent pour établir des stratégies communes de planification pour essayer de dépasser les problèmes qu'elles affrontent. Nous avons à peu près 2400 personnes qui sont engagées dans ces travaux que nous soutenons.
L'INSEA, il crée un réseau, c'est l'Observatoire de recyclage inclusif solidaire. Ce réseau a été créé en 2013 dans la ville de Belo Horizonte pour penser et créer des connaissances autour de cette notion de recyclage inclusif. Donc, dans cet observatoire, nous avons des chercheurs, des universitaires, dans l'université de Minas Gerais et au FMG et de l'université de São Paulo, l'Unicamp de São Paulo, la Université catholique de São Paulo, ainsi que d'autres organisations de la société civile et ainsi que les catadores, les chiffonniers. Donc, le but, c'est que les chiffonniers eux-mêmes, avec leurs connaissances, en plus des connaissances académiques et techniques, avec les deux ensemble, on puisse établir de nouvelles connaissances. Au Brésil, les déchets, les poubelles, c'est un problème social, environnemental, mais aussi économique. Parce que beaucoup de nos villes ont encore des décharges à ciel ouvert et dans ces décharges, les personnes travaillent dans des conditions très dégradantes et d'autre part, les villes, les municipalités ont peu de connaissances ou même de ressources pour changer cette réalité avec une meilleure destination de ces déchets. Les Brésiliens, la plupart, n'ont pas vraiment une culture de voir les déchets comme un problème. Donc, ils mettent ça dans des décharges d'une façon complètement inappropriée. Et nous avons à peu près 1 million de personnes qui vivent de ces restes de la consommation de la société. Et c'est justement cette population avec laquelle nous travaillons. Donc, ces 20 dernières années, nous avons essayé de remettre un peu d'ordre dans ces problèmes, dans cette situation, en essayant de créer, de proposer des solutions jusqu'à arriver à la stratégie, notre stratégie de transition. Donc, ces coopératives qui travaillent actuellement, elles travaillent justement d'après un nouveau modèle de façon que les résidus sèches ou les recyclables puissent revenir sur la chaîne productive, donc faire vraiment une chaîne. Au Brésil, nous avons une production très grande, mais il y a peu de villes qui s'engagent dans ce projet, dans ce type de projet. Le Brésil, avec ses dimensions continentales, donc de 5300 municipalités, 2810 municipalités, communes, notamment dans la région du Nord-Est, ont encore ces décharges à ciel ouvert. Il y en a d'autres qui font des enfouissements qu'on dit sous contrôle, mais c'est presque la même chose que les décharges à ciel ouvert. Et les enfouissements sanitaires sont encore très rares. En 2001, il y a une nouvelle tendance, un mouvement assez fort, qui est l'organisation de ces chiffonniers, de ces ramasseurs de résidus recyclables. Et comme ça, ils ont réussi à rompre cette barrière de l'invisibilité. Et en s'organisant par des associations et coopératives, ils arrivent à créer un nouveau modèle pour le recyclage. Et comme ça, ils ont créé ça, des principes qui ont été créés depuis plus d'un siècle, ces chiffonniers. Et dans cette bataille pour dépasser ces problèmes, une de grandes conquêtes, c'est qu'on a réussi à reconnaître ces ramasseurs, ces chiffonniers, comme un métier. Ils sont reconnus dans leur travail. Et ça crée de nouveaux processus d'organisation, d'engagement et de construire de nouvelles stratégies. Et les fruits de tous ces mouvements et de cette pression sociale qu'ils exercent, c'est que nous avons depuis 2002 des grandes avancées au niveau de la législation. Et cette transition que nous avons déjà, de cette reconnaissance, ça c'était grâce à la législation qui a évolué. Donc, depuis 2002, comme vous voyez, ils ont conquis plusieurs niveaux de droit jusqu'en 2010, quand ils ont obtenu la première loi fédérale
qui a pu discipliner ce nouveau modèle de gestion de résidus. Et les grands thèmes de ces chiffonniers, c'est le droit au travail digne et la reconnaissance de leurs prestations de services, parce que c'est eux qui vont extraire la grande partie de ces résidus et qui permettent de retourner au cycle productif. Évidemment, ils ont conquis beaucoup de droits, mais il y en a beaucoup encore qui vivent et qui travaillent dans des conditions inhumaines. Et c'est pour ça qu'une de nos batailles, c'est pour que les municipalités payent pour ce travail qu'ils réalisent. Et il y a beaucoup de villes qui payent, qui engagent leur travail. Et en plus de générer des revenus et des emplois, ils vont améliorer les conditions en réduisant le coût de cette gestion des déchets pour les municipalités. Et dans cette transition que je suis en train d'évoquer, on essaye de montrer que les déchets, c'est un problème global. Mais la solution, elle vient de chacun de nous, dans chaque foyer, de chaque famille. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va jeter dehors, parce qu'il n'y a pas de dehors dans notre planète. Et c'est essentiel qu'on puisse vraiment lancer des solutions parce qu'une grande partie de ces déchets vont finir dans nos océans en créant d'autres problèmes climatiques. Nous avons beaucoup bataillé au Brésil pour établir une hiérarchie. Nos gestionnaires, ils ne se préoccupent que les destinations finales, sauf que c'est tout un circuit, c'est toute une filière. Il faut faire un travail auprès de la population pour qu'avant même d'utiliser, savoir le réemploi qu'on peut donner, le recyclage et tout ça, c'est toute une chaîne. Et pour nous, c'est notre réalité. Par exemple, dans l'État de Minas Gerais, c'est un État qui peut-être plus... La surface peut être même à peu près équivalent de territoire français. Nous avons 853 municipalités, 21 millions d'habitants et seulement 192 municipalités ont des programmes différenciés pour la collecte des déchets. Là, ce qui est indiqué en vert, c'est là où il y a des enfouissements sanitaires. Les autres sont des traitements pas inappropriés pour les déchets. Et cette discussion que nous lançons, elle va à comprendre partie le modèle économique. Ce modèle économique actuel, c'est la cause de beaucoup de nos problèmes. C'est pour ça que la transition, elle est autour de savoir quel modèle économique servira d'alternative à tout ce que je viens d'évoquer. C'est pour cela que nous établissons une discussion pour établir cette économie circulaire avec la révalorisation des résidus, des déchets, pour les réintroduire dans la chaîne productive. On arrive à faire ça avec les emballages, mais pas avec les déchets organiques. Nous n'avons aucun système de génération d'énergie propre. Nous n'avons pas des programmes pour les résidus des électroménagers, du mobilier. Il y a encore beaucoup de choses, de possibilités que nous ne pratiquons pas encore, mais qui sont des perspectives. Et tout ce travail, c'est quelque chose que nous discutons depuis 2012 auprès du pouvoir public, mais aussi des associations, des entreprises, en pensant à un circuit technologique, un parcours technologique pour promouvoir la valorisation des résidus. Nous savons qu'ici, à Lille, nous sommes venus pour voir votre expérience ici. Nous commençons à discuter ce modèle technologique pour savoir lesquels nous voulons mettre en place pour prioriser les souhaits de la population, pour valoriser les résidus en tant qu'un bien économique et social également. Il faut d'abord favoriser les gens qui travaillent avec ces déchets. Ici, vous voyez le travail que nous avons fait auprès des pouvoirs publics.
nous voyons que, par exemple, que l'incinération des déchets tel que c'est fait actuellement dans le modèle européen, pour nous, ça représente un grave problème parce que nous avons des déchets assez humides et pour que ces usines d'incinération fonctionnent, ça dépend beaucoup de ce qui est pris par les chiffonniers. Et nous avons mobilisé, nous avons obtenu une loi de l'État de Minas Gerais qui interdit l'incinération de résidus urbains. C'est une loi qui date de 2014 et depuis, nous menons beaucoup de discussions autour de nouvelles alternatives. Il existe une pression de la part du secteur économique pour qu'on revienne sur ça, parce que c'est seulement pour le moment l'État de Minas Gerais qui interdit cette incinération. Ça, c'est toute une lutte qui passe par les pouvoirs publics. Nous lançons des discussions sur ces nouveaux modèles économiques auprès des spécialistes, desquels nous invitons les autorités, comme vous voyez sur la photo, Christiane Bouchard, qui est d'ici de Lille, avec la participation des députés. Et nous faisons tous ces débats pour soutenir ce nouveau modèle. Nous avons des politiques qui viennent valoriser ce nouveau modèle. Nous préparons aussi nos chiffonniers pour qu'eux-mêmes puissent comprendre, puissent être formés pour comprendre ces nouveaux moments que nous traversons, ce moment de transition. Donc nous formons des leaders locaux et on fait des formations soit dans les universités, dans les entreprises, pour obtenir ce modèle collaboratif. Nous arrivons à mobiliser beaucoup de monde autour de cette idée, tout en cherchant l'aide des spécialistes pour la diffusion de ce modèle. Actuellement, nous avons des cours au niveau de l'université avec la participation d'Artemis, le laboratoire français. Et nous invitons des experts de plusieurs pays, comme de la ville de San Francisco, qui ont déjà arrivé à recycler beaucoup, le réseau Europe, plusieurs initiatives. Bon, je me préoccupe avec le temps qui m'est imparti. Bon, il y a tout un réseau aussi au niveau de l'Amérique latine. Nous réalisons des rencontres de l'Amérique latine qui ont des situations assez semblables. Il existe 4 millions de chiffonniers, de ramasseurs. Et ces rencontres sont faites en Amérique latine, en Afrique. À chaque fois, nous invitons d'autres professionnels de cette activité. En même temps, nous avons des expériences locales, nous avons un réseau de ressourceries de Paris et avec ce réseau, nous faisons un travail de valorisation de choses plus encombrantes. Nous n'avons pas encore démarré ça au Brésil, mais on démarre. Nous pensons à de nouveaux modèles d'activité qui prennent toute la filière de recyclage parce que c'est une filière des biens et des services. Ça touche à plein d'autres catégories. Donc, il faut essayer d'établir les connexions entre chaque acteur économique de cette filière. Et nous avons aussi une expérience locale d'après ce nouveau modèle. Nous avons dans un quartier de la ville de Belo Horizonte, Santa Teresa, nous essayons de mettre en place ces nouvelles idées. Ce quartier de Belo Horizonte, c'est un quartier qui a 1600 habitants et pratiquement 80% de nos villes ont moins de 20 000 habitants. Donc, ce quartier est beaucoup plus peuplé. Il s'agit d'une expérience qui peut beaucoup nous aider à établir ces parcours, ces circuits de valorisation de résidus
pour créer ces modèles alternatifs, toujours en ayant au centre de ces mouvements les associations et les coopératives comme gestionnaires de ces services. Et plus récemment, nous avons créé, avec le soutien du gouvernement de l'État, on a créé une ferme métropolitaine avec un écosystème local où toutes ces expériences pourront être connectées depuis la production de l'aliment jusqu'aux résidus, pour qu'on puisse vraiment établir ces liens comme un terrain d'expérience avec l'implication de tous les acteurs. Ici, vous voyez là où se situe cette ferme pilote. Vous avez la rivière qui traverse, c'est la principale rivière qui baigne la ville. Et avec tout ça, nous essayons de reproduire de nouveaux modèles de négoces, d'activités dans cette région. Au Brésil, les gens ils veulent voir pour y croire, quoi. Et donc, ils ont besoin ils ont du mal à croire s'ils ne voient pas une expérience concrète. Et c'est pour ça que nous avons ça, pour essayer de convaincre la population. Nous avons fait beaucoup d'apprentissage au long de ce parcours, comme la question de la valorisation du recyclage, la chaîne des services avec des nouveaux modèles collaboratifs, toujours en pensant au développement local. C'est justement le thème de ce forum. Voir l'importance de créer des emplois, et à chaque poste de service créé par une usine d'incinération, les ramasseurs, c'est 20 emplois. Donc, il y a une grande différence. Donc, il faudrait... Tout ça, c'est un grand potentiel de croissance, ces travail des chiffonniers, parce c'est quelque chose qui peut être mis en place dans toutes les régions. Nous avons vraiment une vision d'avenir pour que ce travail des chiffonniers devienne un travail digne, réalisé dans de meilleures conditions pour qu'ils puissent en vivre. Et ils ont aussi un rôle essentiel comme éducateurs de la société, parce qu'on dit au Brésil que notre ramassage est solidaire, parce qu'ils savent, s'ils font le tri, ils savent qu'avec ces tri, ils vont aider une famille à améliorer leurs conditions de vie. On essaye d'établir un lien entre tous ces acteurs. Évidemment, nous avons beaucoup de défis et d'enjeux devant nous. Par exemple, dans l'État de Minas Gerais, nous n'avons pas un parc, une filière pour mettre en place tout ça. Tout ce que nous ramassons, comme on n'a pas un parc pour la transformation, il faut envoyer dans d'autres États, et ça augmente le coût. C'est pour ça qu'il y a une urgence de créer des alternatives à l'incinération, parce que pour ça reste un grave problème pour nous. Il faut améliorer et optimiser toutes ces opportunités, toujours en sachant que ça, c'est un défi qui reste énorme au Brésil. Nous avons peu de ressources pour la recherche, pour mettre en place tout ça. Je pense que pour nous, le grand enjeu, c'est que dans l'avenir, on doit penser et à accélérer cette transition et ces changements. Et c'est quelque chose qui va changer complètement notre façon de faire, de travailler. Il faut qu'on sache s'adapter aux nouvelles réalités. Et de plus en plus, il faut élargir ce réseau de coopération, parce qu'il n'y a pas un modèle fini. C'est nous qui devons construire ces modèles ensemble. Et tous ces échanges ici dans ce forum, ça nous inspire beaucoup à construire ces nouveaux modèles. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne vais pas vous renvoyer de questions tout de suite, parce que sinon on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à présenter. Simplement de noter comment toujours sur cette question un peu de l'entre-deux, cette présentation de votre expérience, elle fait ressortir le fait qu'il y a une démarche
qui est propre à la question technique des déchets. Et on voit bien la logique de l'économie circulaire, mais comment, pour qu'elle fonctionne, elle doit être imbriquée par des démarches de reconnaissance des personnes, de reconnaissance par le pouvoir politique de la fonction sociale de ces personnes et de rééquipement de ces personnes comme en termes de pouvoir d'agir. Donc je trouve que la présentation fait bien le lien avec justement des démarches environnementales, sociales, économiques et reconstitue bien ce qui fonde les trois piliers généralement présentés du développement durable. Ça fait aussi une belle transition pour le coup avec la démarche donc, que vous, Rob Hopkins, vous pilotez autour du réseau des villes en transition. Et donc, je vais vous demander le même exercice, mais cette fois-ci en pensant à la coopération avec la salle, qui a envie de poser des questions à la fin de la session, et donc en essayant de tenir le temps d'une dizaine de minutes pour une première présentation, et puis on verra pour rentrer peut-être plus précisément sur quelques points. So, I don't need that, do I? So, Alors maintenant, moi, je vais vous parler pendant quelques instants et en détail des projets que j'ai mentionnés ce matin. Et je ne savais pas. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous n'étiez pas dans cette séance d'ouverture ce matin? Alors, bon, si c'est le cas, je vais remontrer les dessins et les schémas. Alors, voilà, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette transition et la pensée sous-jacente à cette approche. Et c'est simplement pour vous montrer l'ampleur du défi présenté par le changement climatique. Chaque année, nous avons remis la question sur le tapis en disant on fera les choses demain, etc. Mais vous voyez, l'ampleur augmente d'année en année et c'est simplement une courbe de 2 degrés et pas de 1,5 degré dont nous avons besoin. Donc, véritablement, ce qui me vient à l'esprit, c'est que à l'heure actuelle, nous sommes ici et en fait, nous pensons que ça, c'est superbe. C'est très, très bien. C'est aussi bien que cela peut être. Nous nous trouvons au-dessus d'1 million de barils de pétrole tous les jours. Donc, mais en fait, ce dont nous avons besoin, c'est d'arriver ici, là où je vous le montre. Mais pour ce faire d'une manière couronnée de succès, nous devons véritablement être très, très bons. Nous devons raconter l'histoire, comment cela va se faire et que ça va être fantastique, que cela pourrait être fantastique. Les aliments seraient magnifiques, les parties seraient magnifiques, les soirées, la bière, enfin, tout ça. L'air sera propre, les plages seront propres, les soirées auront lieu dans les rues, les jeunes pourront jouer dans la rue de nouveau. Et pour moi, c'est ça qui est important. Comment nous racontons l'histoire pour voir comment cela peut se faire? Parce que sinon, on ne le fera jamais. Et vous allez voir, ça, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, il y a 4 ans, cette image-là. Donc, vous voyez, c'était dans un magazine. C'est un magazine que je ne lis pas très, très bien parce que c'est pas bon pour ma pression sanguine. Mais voilà, ici, vous voyez, depuis le début de l'évolution, nous avons toujours été des hommes. Ça, c'est assez étrange. Et deuxièmement, cette voiture, ces pantalons, représente en fait l'ultime évolution. Il n'y a plus rien après, hein, c'est ça. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Et voilà, et ça c'était il y a 5 ans, hein, simplement. Et est-ce que ça vous semble bien? C'est assez effrayant. Alors, je voudrais vous raconter 2 histoires au sujet de la transition. Et la transition, c'est un mouvement que nous avons commencé il y a 12 ans dans ma ville. Et ça s'est passé maintenant dans 50 pays du monde, dans ce compris au Brésil d'ailleurs. Et c'est une approche auto-organisée. Il s'agit de commencer là où vous êtes. On se dit, bon, on essaye de créer une économie à bas carbone. C'est tout ce que ça fait. C'est une économie qui crée de la résilience. On essaye de créer sur place
une viabilité, on essaye de s'adapter au choc, et c'est un modèle qui est local. Donc, là où nous pouvons ramener les choses là où ils étaient, où nous pouvons produire pour rencontrer les besoins au niveau local, on essaye de le faire. On essaye de créer la possibilité pour les gens d'investir, mais pas dans les banques, qui très souvent financent tous les désastres que nous lisons dans les journaux tous les matins. Mais on dit, mais comment est-ce qu'on peut créer la possibilité pour les gens d'investir dans ce qui va changer? Donc, on a ce qu'on a créé comme investissement avec un impact, et c'est une économie qui met les gens ensemble. Il y a un sociologue au Royaume-Uni qui a dit il y a une épidémie de solitude. C'est ce qui arrive. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une économie qui fait le contraire de cela? Donc, c'est ça, c'est ma ville. Voilà, moi, j'ai pris le train hier, là, et cet après-midi, je vais reprendre mon train pour y aller. Et c'était une ville de 8000 habitants. Et voilà, véritablement, ça, c'est notre idée. C'est ce que nous essayons de faire. Pensons au développement économique comme un seau. Et donc, l'économie de l'île, c'est comme un seau, un sympathique seau. Hein? Et il y a de l'argent qui vient de différents endroits et tout le monde y pense. À Amazon, le supermarché. Et chaque fois qu'il y a un trou, la possibilité de remplir ce trou, c'est la possibilité pour la créativité et l'imagination. Non, ça, ce ne sont pas. Voilà, ce n'était pas mes bonnes diapositives. Alors, je vais vous raconter une histoire. Donc, je vais vous raconter une histoire de Liège, Liège en Belgique. Et donc, il y a 6 ans, ils ont commencé Liège en transition. Et je suis allée là. Ils ont fait un grand événement en ce qui concerne la ceinture alimentaire. Donc, quelle est la question? La question est, dans cette génération, si les aliments mangés en Liège revenaient immédiatement de la terre autour de Liège, superbe. Et moi, je me suis dit, ça crée pas mal d'espace pour les gens. Voilà, en se disant, moi, j'ai quelque chose, je peux apporter quelque chose. J'ai un morceau de puzzle. Donc, ils ont créé un grand événement. Ils ont invité tout le monde dans la ville qui se préoccupait de la nourriture des chefs, des agriculteurs. Et ils ont discuté ce à quoi ça pouvait ressembler. L'idée, c'est comme un panier, en fait. Chaque année, ils ajoutent des nouvelles coopératives dans ce modèle. Ils ont déjà créé les champignons. Donc, moi, je suis revenue après 4 ans. Il y a 6 mois. Et à ce moment-là, ils avaient créé 14 nouvelles coopératives, 5 millions d'euros pour financer ces coopératives. Et comme je l'ai dit, chaque année, ils ajoutent de nouvelles choses. Ça, c'est un des magasins, petit prend de tout. Donc, voilà. Donc, c'est simplement un magasin au centre de Liège. Ils l'ont peint en blanc. Ils ont mis la nourriture dans des boîtes, dans des caisses. Et ils ont cette idée, vous n'avez pas besoin d'avoir trop de choix. Donc, ils ont trouvé une personne qui font du bon pain. Et puis, une autre personne qui fait une bière, une marque de bière. Et lorsqu'ils ont commencé ce magasin, en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, mais ça va tellement bien qu'ils vont ouvrir un autre et ils vont en ouvrir de plus en plus, et cela partout dans la ville. Ce qui est magnifique à ce sujet, c'est ce qui arrive à Liège. Et c'est devenu l'histoire de la ville de Liège. Et donc, j'ai rencontré le maire de Liège et il a dit, il y a 8 mois, nous voulions être une smart city. Maintenant, nous voulons être une transition city. Et ils font en sorte que cette terre soit disponible pour les jeunes qui veulent un petit peu cultiver de la nourriture pour nourrir cette ceinture alimentaire. Alors quand j'ai posé la question, pourquoi est-ce que les gens investissent de l'argent? Et le coordinateur a dit, nous avons une bonne histoire, qui est une invitation très, très claire. Bon, vous avez un rôle à jouer, venez nous rejoindre. Et pour moi, c'est vraiment un art pour concevoir ces questions et cette approche. Alors maintenant, je vais vous reprendre dans ma ville que je vous ai montrée auparavant, avec 8000 personnes. Et voilà, ça c'est au cœur de la ville. Et il y a il prenait
le lait de toutes les fermes de la région. Et en 2007, tout le monde a perdu son boulot, c'est fermé et c'est comme ça. Donc, ils se sont dit, bon, la communauté doit décider de ce qui va se passer. La communauté doit concevoir quelque chose d'autre. La communauté doit concevoir quelque chose et doit avoir cet endroit. On peut faire en sorte que l'on peut parler aux promoteurs. Au début, ils ont dit on est fou. Alors maintenant, en 2014, nous avons signé un accord avec la société en disant que nous aurions la permission. Ça, c'était le jour où, pour la première fois, en 7 ans, les portes sont ouvertes et toute la communauté est arrivée sur place et on a décidé de ce qui allait se passer. C'était un événement tout à fait extraordinaire. Et vous voyez, il y a le logo de la campagne, donc le cœur de la nouvelle économie. Et lorsque nous avons fait cela, nous avons commencé une consultation dans une ville de 8 000 personnes. Nous avons consulté 5 000 personnes pour voir ce que nous voulions. Nous avons un processus de consultation. Nous avons regardé le passé, le présent et l'avenir. Ce n'était pas simplement un développement normal pour voir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Non, ce qui était important, c'est ce qui s'était passé dans le passé. Les gens ont apporté des photos, des photos de leurs parents, de leurs grands-parents. Et alors, donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai perdu mon boulot en 2007, j'ai eu une dépression pendant 7 ans. Maintenant, c'est la première fois que je peux pleurer et vraiment que je suis content. Donc, c'est un musée et c'était vraiment extraordinaire. Et la consultation a continué pendant 1 an et demi. Et voilà, c'est le dessin de la communauté. Donc, vous voyez, il y a un hôtel pour les personnes âgées, il y a pas mal d'espace pour des nouvelles entreprises, des nouveaux incubateurs, l'énergie renouvelable. Et une fois que nous avons fait ce dessin, on a utilisé ce que le gouvernement nous a donné, c'est-à-dire au lieu d'obtenir la permission, vous pouvez faire un référendum au niveau local. Peut-être que vous avez entendu, les Britanniques sont très bons pour les référendums, hein? Mais ça, c'est un référendum local. 85% ont dit oui, nous voulons que ce projet continue. Alors, nous avons commencé ce projet. Donc, pour moi, la chose avec ces 2 projets, c'est qu'il y a quelque chose dans ces projets, c'est créer une espèce qui invite les gens à participer. Avec le projet, nous avons eu pas mal de gens dans la communauté qui sont les défenseurs maintenant. Tout le monde dans la ville peut être un investisseur, peut être une partie. Et vraiment, on se rend compte que vraiment, c'était l'idée de 5 000 personnes. Donc, je crois que je suis arrivée au bout de mon discours et j'espère que c'était intéressant pour vous. Et je me réjouis déjà d'avoir une conversation avec vous. Merci. Peut-être une petite question. Je vous laisse reprendre. Peut-être une petite question, parce que vous avez mis en avant ce que ça demande de mettre en place ces différentes initiatives. Vous avez insisté sur le récit. Ce que j'entends derrière, c'est que ça demande des ressources qui ne sont pas uniquement des matériaux. Bien sûr, on a besoin des fruits et des légumes pour pouvoir les vendre, mais ça demande tout un tas d'autres ressources difficiles à mobiliser. Et comment est-ce que vous percevez dans ces projets-là la nature de ces ressources? Est-ce que c'est uniquement la belle histoire? Qu'est-ce qu'elle génère, en fait, pour le coup, chez les personnes qui sont à embarquer? I don't understand, sorry. Je me demandais, I was asking, does the resources you need to make those projects? Les ressources dont vous avez besoin pour que ces produits voient le jour, il y a des choses comme la confiance. Vous avez parlé de partager les connaissances. Comment est-ce que tout ça s'entrecroise? Ce que ces projets ont en commun, c'est
d'avoir des gens qui sont vraiment obstinés, qui sont vraiment motivés. Une des raisons pour lesquelles le deuxième projet dont je vous ai parlé est devenu une réalité, c'était parce que c'est quand on a pu être dans la même salle que la société qui possédait le site et qu'ils étaient aussi déterminés que nous et qu'on serait encore là 10 ans d'ici. Donc, c'était ce que la communauté voulait. Et c'était intéressant parce que pendant de nombreuses années, le site était connu par le nom de la société. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après quelques années seulement, à cause du travail qu'on a fait en donnant une nouvelle histoire sur cet endroit, la plupart des gens ont fini par le rebaptiser le site Atmos. 2 ou 3 ans avant que ça ne devienne une réalité, le nom a changé. Les gens l'appelaient d'un autre nom. Et je pense que ces deux projets sont basés sur la fondation, la base du travail du travail fait sur la communauté. Il y a des gens qui étaient les catalyseurs quelque part de cette communauté. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé à Liège. Je me suis dit, mais comment vous avez réussi à lever tous ces fonds-là? Le premier projet, le vin de Liège, qui était une vigne coopérative, ils ont levé une certaine somme, mais j'aurais dit, comment vous en êtes arrivé? Comment vous aviez la confiance en vous de savoir que vous arriveriez à avoir 2,5 milliards d'euros pour un vignoble? Et il m'a regardé et il m'a dit, mais en fait, on est en Belgique ici. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui aiment bien le vin, donc n'ayez pas peur. Et c'était un conseil qui est très bon, et je vous le passe aussi. N'hésitez pas, quand vous avez une bonne histoire, une forte histoire, et particulièrement maintenant, les gens veulent vraiment que les choses passent à l'état de réalité. Donc, avec le projet Atmos, si vous aviez pensé à demander à 5,5 millions de gens ce qui va se passer dans cette usine, vous auriez 5 000 réponses différentes avec des idées toutes plus incohérentes les unes que les autres ou insolites les unes que les autres. Mais quand le projet fonctionne, ce que les gens veulent, c'est tout à fait clair. Donc, la phase de consultation était une phase vraiment extraordinaire. Des coopérations, pour reprendre le propos, alors vous n'étiez pas là au moment de l'introduction, mais la nature des coopérations. Parce que là, on parle énormément du mouvement citoyen, mais derrière, il emmène. Alors déjà, il crée des structures, mais il emmène aussi des structures qui, au départ, ne sont pas des mouvements citoyens. Comment est-ce que ça se passe dans les deux différentes expériences que vous avez présentées là? Well, I think Je pense que avec à Liège, ils ont commencé à partir de rien. Ils ont invité, c'était un groupe de citoyens qui ont toujours invité la municipalité. Ils ne leur ont jamais interdit l'accès. Au contraire, ils ont toujours été invités à prendre part à tout le processus. Donc, je pense que c'est quelque chose. Ce que je recherche dans la transition, qui est le Holy Grail, c'est le Saint Graal, c'est que vous ayez toujours une approche qui vient de la base vers le haut, à tous les niveaux. Quand la municipalité nous dit comment est-ce qu'on peut vous aider, de quoi vous avez besoin, quels sont les obstacles que vous devez franchir, alors à ce moment-là, ils peuvent nous aider à mettre tout ça à plat. Et quand ils nous aident, c'est là que ça devient vraiment très fort. Et c'est ce que j'ai vu à Liège. Et je pense qu'avec le projet Atmos, ça a été un projet qui a été pratiquement emmené de bout à bout par les citoyens. La municipalité a bien aidé, mais une des choses qu'on a appris, c'est que vous pouvez commencer sans aucune ressource et vous pouvez aller assez loin sans ressources. Mais il arrive un moment où, effectivement, vous aurez besoin d'aide, vous aurez besoin d'argent, vous devez payer l'ingénieur pour tout ce qui est études sur le site. Donc, vous allez avoir besoin d'une organisation qui puisse entrer en lice à certains moments vraiment précis. Donc, à ce moment-là, on en arrive à un stade où ça doit se passer. Donc, c'est ce que... Et quand la municipalité vous dit de quoi avez-vous besoin et que vous leur dites ben, j'ai besoin de ça, et c'est comme ça que je vois les choses, alors là, c'est bien. Il y en a quelques-unes dans la salle à adresser donc à l'un ou l'autre de ou l'une de nos intervenants.
Si vous avez la gentillesse juste de vous présenter 2 minutes, qu'on sache qui vous êtes, et puis comme ça ensuite on a la... Alors Louis-Marie, je suis en charge des réseaux sociaux de World Forum, mais je me permets quand même de poser une question personnelle. C'est une question qui s'adresse d'abord à Rob Hopkins, ensuite à vous, à Marie-Danielle, et ensuite à dernier intervenant. Comment est-ce que vous assurez que vos efforts de transition ne concernent pas que les populations privilégiées et ne contribuent pas à la gentrification de certains quartiers? Parce que moi, par exemple, il y a en ce moment la grande mode, donc des marches pour le climat. On y va, on est un petit peu qu'entre nous. Et alors on se dit, qu'est-ce qui se passe? Où en est le reste de la transition? Donc d'abord... Comment assurer que la transition ne reste pas un truc de bobo privilégié? Ensuite, comment est-ce que ça ne contribue pas à la gentrification des quartiers? Derrière, du coup, Marie-Danielle pourra répondre à comment on assure du coup la transition dans les quartiers défavorisés. Et enfin, ça répond en fait à une problématique qui, j'ai l'impression que le changement climatique ne va finalement qu'accélérer le gap qu'il y a entre les populations privilégiées au sein des villes, enfin les populations privilégiées et plus pauvres à l'échelle des villes, mais également à l'échelle du monde, puisqu'aujourd'hui il y a une grande problématique de la pollution plastique dans les océans. Et ça a été prouvé que cette pollution plastique provient en majorité, par exemple, du Bangladesh, ou même j'ai été au Brésil, donc j'ai visité les Catadores, les endroits où vous parliez, le Rio Tietê à Sao Paulo, qui est une des rivières les plus polluées au monde. Donc il va y avoir aussi un décalage entre les efforts fournis par les pays du Nord qui aujourd'hui décident de bannir les touillettes en plastique et derrière en fait des pays comme le Brésil, le Bangladesh ou d'autres pays qui finalement ont un retard énorme à prendre sur l'arrêt de l'utilisation de plastique. Après il y a plein d'autres exemples, mais voilà en gros ma question. Merci. Ok, peut-être pour maximiser notre temps, on prend une deuxième question, parce que je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de faire un deuxième aller-retour. S'il y a une deuxième question, là-bas tout au fond, il y en a une sur le côté. On vous a vu, c'est bon. Oui, bonjour, Aymeric, je suis là en tant que simple citoyen. J'ai une question très concrète, précise, plus pour Rob Hopkins, je pense. Samedi dernier, il y a dans une vingtaine de communes autour de Lille des citoyens qui sont allés remettre le rapport du GIEC à leur maire et une partie d'entre eux ont obtenu un rendez-vous avec leur maire pour parler climat et transition. Donc, quels seraient vos conseils? Alors déjà, est-ce que vous êtes dispo en novembre? Et plus sérieusement, pour des citoyens qui ont 1 heure pour s'adresser à un élu qui a en priorité numéro 1 la question de l'emploi dans les arbitrages qu'il fait, en 1 heure, quelles sources, quels arguments vous utiliseriez pour convaincre un élu de justement aider les collectifs de transition dans sa ville? Merci. Et donc il y a une dernière question là-bas. On passera aux réponses dans l'ordre que vous souhaitez. Je ne sais pas qui voudra répondre en premier. Bonjour, Geoffrey Zamba, consultant en financement public. J'ai une question pour Rob Hopkins qui concerne un peu un projet de Marie-Danielle, justement. En gros, je voudrais savoir comment vous vous y prendriez-vous pour mettre en place un projet sur un territoire où les populations sont en pleine désespérance et sont pas vraiment moteurs pour développer des projets de transition écologique. Voilà. Merci. Alors, qui veut répondre Vous y allez, Marie-Hélène? Moi, je voulais répondre sur la gentrification. Je trouve que c'est une excellente question. Vraiment, je le pense. Alors, dans le bassin minier, il n'y a pas de problème pour l'instant. Tous les bobos n'ont pas envie d'y aller. Je les accueille quand ils veulent, mais c'est encore pas prêt. Mais c'est un vrai enjeu. Quand on parle de mixité sociale, mais quand un élu du bassin minier me dit « amenez-moi des cadres dans ma ville », je lui dis « venez avec nous ». Parce que nous, on va faire le logement, mais il faut faire tout ce qui reste, parce que c'est encore la question de l'usage du logement, quoi. On n'a pas les mêmes besoins. Il faut un certain nombre de choses, il faut de la mobilité, il faut beaucoup de choses. Par contre, la question s'est vraiment posée en banlieue de Lille, parce qu'on est, pour pouvoir se développer en métropole européenne de Lille, et SIA s'est beaucoup développé ce qu'on appelle un droit d'entrée. Donc on nous a laissé rentrer sur un territoire qui n'était pas le nôtre par l'île Fives. L'île Fives, c'est ce qu'on appelle un quartier en devenir. Alors, vous savez, en politique de la ville, il y a des quartiers qui sont en devenir longtemps.
Si, non, mais c'est vrai. Il y en a, ils ont du mal. Et des fois, je me dis qu'il vaut mieux démolir et reconstruire le temps que ce passé ne porte plus sur les gens. Parce que moi, je rejoins Rob Hopkins, on fait aussi avec les gens en fonction de leur passé, c'est-à-dire on construit vraiment l'avenir avec le passé des gens. Un petit exemple, un vieux qu'on dit à la première réhab, on a pris un historien qui a écrit l'histoire de la cité avec la bonne photo des habitants. Je peux vous dire que ça porte plutôt que de l'avoir fait écrire par quelqu'un qui aurait été sorti des encyclopédies, et j'ai rien contre eux. Et donc pour répondre à votre question, quand on était sur l'île Fives, on l'a senti, parce que ça commence à être la bande de l'île, plutôt sympa, pas loin du centre-ville, et on voyait arriver les bobos et on s'est dit que là, il fallait faire des grosses réhab pour éviter de mettre tous les gens qui étaient dans nos immeubles. On a un immeuble avec 25% d'illettrisme, pour éviter qu'ils soient refoulés. Et quand vous êtes refoulé de l'île Fives, vous arrivez à Mans, à Roubaix, à Tourcoing, c'est-à-dire pas forcément les endroits où ça va aller beaucoup mieux, même s'il y a un gros travail de fait. Mais c'est vraiment un enjeu considérable. La question que vous posez, c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la mixité sociale. 1, ça s'improvise pas. 2, il ne s'agit pas dans des quartiers un peu nouveaux d'apporter beaucoup de choses et d'exclure les populations. Le but, c'est de faire grandir les populations qui sont sur place, bien sûr de les mixer avec d'autres, ce qui est quand même important. D'un autre côté, et c'est un humour décalé, je le sais, mais je l'assume complètement, c'est amusant, on parle des quartiers politiques de la ville où il y a beaucoup de gens en fracture sociale et en pauvreté, on ne cause pas des problèmes qu'on a dans les quartiers de riches, et j'ai la chance d'avoir du logement fonds propres dans des quartiers plus aisés. C'est pas plus simple, la cohésion sociale, ça demande le même travail d'écoute des habitants et de travail avec eux. Et tout ça, c'est un maillage et c'est de la dentelle auquel il faut faire très attention. Parce que le but, c'est pas de réhabiliter des cités minières. Bien sûr, c'est de les faire grandir, c'est de les rendre productives, mais c'est de les faire à partir des habitants qui sont appropriés leur logement, qui veulent bien accueillir d'autres populations. Mais si on le fait trop vite, il y a une espèce, et je pense que c'était votre sous-question, de violence symbolique, quoi. Moi, je veux bien mixer des riches et des pauvres, mais s'ils n'ont rien à se dire et qu'ils n'ont pas envie de se parler, le résultat peut être pire que mieux. Merci. Great questions. In terms of gentrification. En ce qui concerne la gentrification, moi je pense que la manière dont vous évitez, la manière dont vous gérez le risque de gentrification, c'est ce que nous faisons chez nous. Et nous faisons pas mal de choses. Tout d'abord, le projet est basé sur les besoins locaux et pas sur les besoins de promoteurs extérieurs, de capitaux extérieurs. Non, ça veut servir les gens de la ville. Ces gens vraiment combattent pour survivre. Donc, ils n'auront jamais en leur possession les maisons, ils vont les louer. Alors, le bâtiment, donc, nous allons créer un échange de main-d'œuvre au niveau local. On va essayer d'utiliser des entrepreneurs locaux plutôt que de demander à des entrepreneurs extérieurs. Alors, l'objectif de ce projet est vraiment de créer des emplois pour les personnes et cela d'une manière permanente. La consultation que nous avons faite, on ne s'attendait pas à ce que tout le monde vienne. Non, on est allé voir les gens, on est allé on est allé leur rendre visite et avec les investissements demandés aux gens de la communauté, nous allons vraiment commencer très, très bas. Alors, c'est gratuit de devenir un membre. Tout le monde peut devenir un membre de cette société. Nous faisons ce projet. Et si vous investissez 1 livre, c'est un investissement aussi grand que n'importe quoi d'autre. Donc, pour moi, le projet a commencé à éviter la gentrification autant que faire se peut. Et le projet à Liège, ces magasins, les aliments dans ce magasin, c'est bien meilleur marché que dans les supermarchés en général. Alors, moi, j'ai été impressionné. Vous voyez que ces magasins à Liège qui vendaient des produits locaux, il y avait des Turcs, qui allaient dans ces magasins parce que ils pouvaient se permettre d'acheter ces aliments. Donc, il faut penser à tout cela. Et je pense que véritablement, c'est quelque chose d'intéressant, cette gentrification. Lorsque vous voyez la créativité qui est utilisée comme moteur pour la gentrification, vous avez maintenant ces galeries très coûteuses, entourées par des hôtels très, très coûteux. Donc, ça, c'est terrible comme créativité, je pense. Mais avec cette transition que nous avons maintenant, nous voyons des modèles différents.
vous avez une régénération économique grâce à la créativité. Maintenant, en ce qui concerne l'île et le mois de novembre, c'est ce novembre. Ce mois de novembre, ça va être un petit peu... Mais vous pouvez peut-être m'écrire et je vais voir si... Si j'avais un élu, je dirais ce qui se passe à Bristol, dans le nord de l'Angleterre, où il y a eu un modèle de régénération très, très important. Ils ont dit nous allons avoir une galerie marchande. Et ce qui s'est passé, c'est que tout est parti parce que ils ont dû repenser la chose. Alors, nous avons mis ensemble les 7 organisations différentes qui avaient dépensé l'argent, les universités, la ville, et nous nous sommes dit où va cet argent? Chaque année, nous passons 750 millions de livres. Et où cet argent va? Et ils ont trouvé que 4% seulement de cet argent était dépensé pour l'économie de Bristol. Donc, au début, cet argent était fait pour faire en sorte que la ville devienne meilleure. Donc, voilà, ils ont pensé à leur économie dans l'avenir, les fonds de pension, et ils ont tout repensé et ils veulent également un logement qui est abordable. Et plutôt que de dire, bon, ça, c'est un grand contrat, ils veulent le diviser en petits contrats. Alors, les gens au niveau local peuvent faire une demande. Ils peuvent créer des coopératives pour qu'ils fournissent l'énergie, les aliments, les services aux hôpitaux, aux universités. Et je raconterai à l'élu de votre ville tout cela. Et alors, l'argent que vous dépenser, est-ce que cela reste ici? Et c'est une question fondamentale. Il ne le saurait pas d'ailleurs. Dernière question. Alors, comment est-ce que vous faites la transition dans une ville qui n'a plus d'espoir? Et moi, j'ai écrit un livre et j'ai parlé récemment à une femme dans la ville de Mexico et on parlait d'imagination. Et à Mexico, le maire a un ministère de l'imagination dans son département. Et son rôle, en fait, est de s'assurer que l'imagination soit là et c'est fondamental. Et donc, pour parler de l'avenir, et une chose qu'ils ont fait, ils ont fait une étude en disant quelles sont vos craintes, quels sont vos rêves, quels sont vos espoirs. Donc, l'idée de ces personnes qui se sentent tout à fait désespérées, mais ça venait de toute la population en général, pas simplement des pauvres. Donc, vraiment, je pense que il y a... La transition a besoin de quelque chose pour commencer. Il faut du temps pour s'engager. Il faut qu'il y ait des gens pour changer les choses. Et parfois, les gens n'ont pas cette expérience. Moi, j'étais à Paris il y a quelques années et il y a une banlieue qui est près de Paris. Vous devez m'aider. Où ils ont eu des émeutes il y a 5 ou 6 ans. Je ne me souviens pas du nom de cette banlieue. Et ils vous demandent votre aide. Enfin bon, je ne me souviens pas du nom, mais une de ces banlieues. Et j'ai été invitée pour aller là où ils avaient eu vraiment ce projet fantastique. Il y avait 84% des personnes qui venaient d'Afrique, de toute ville d'Afrique, et leur rêve était... ils étaient excités par ces idées de transition. Leur idée, c'était de vouloir faire que ce soit une destination touristique ici, que ce soit une destination touristique, que les gens viennent ici et on va essayer de faire tout notre possible pour que cela se fasse. C'était brillant. Ils allaient avoir une devise locale, ils allaient avoir des aliments particuliers. Je crois que c'était extraordinaire. Je crois qu'on doit reconnaître que les gouvernements imposent l'austérité, vous diminuez l'argent de la part des personnes qui sont les plus vulnérables, qui en ont besoin le plus. Et vraiment, c'est une attaque contre la créativité.
Mais maintenant, l'imagination, si elle disparaît, ça va créer l'anxiété. Et vraiment, c'est le moment où nous devons être imaginatifs parce que le changement climatique, c'est quelque chose de fondamental et c'est l'échec le plus fondamental de l'imagination. Et je crois que maintenant, nous devons être plein d'imagination. Alors, ce que nous devons faire, c'est de voir ce qui se passe dans la banlieue de Paris. Nous devons aider les gens. Et moi, je suis allée à Dundee, en Écosse, qui a le taux de suicide le plus élevé en Écosse. Et j'ai visité un projet qui utilise l'art pour ramener les gens. Et j'ai parlé aux gens et j'ai dit, il y a 1 an, tout le monde commettait un suicide. Et en fait, ce projet va ramener dans le monde pas mal de personnes. Et je me suis dit, bon, ben, il y a 2 choses très, très importantes pour ce projet. C'est la sécurité et l'espoir. Et en fait, si vous pouvez donner aux gens un endroit pour être sûrs, en sécurité et plein d'espoir, et ils vont revenir dans cet endroit. Et alors, à ce moment-là, nous pouvons commencer à faire quelque chose. Et je crois que dans une perspective de top-down, tout doit se faire. Comment créer la sécurité, comment créer l'espoir pour les gens. Dans ce qui concerne la réalité brésilienne, je pense que pour nous, l'enjeu, c'est de mettre l'homme, les gens au centre, parce que tous nos modèles économiques, ils vont toujours penser au secteur privé et pas aux personnes qui font partie. Donc, tous ces contrats de court terme, les privatisations ne tiennent pas compte des locaux, de la population et de leur potentiel. C'est pour ça qu'on lutte pour la mobilisation des citoyens. Si les citoyens sont conscients et qu'ils cherchent cette transformation, c'est le moyen de trouver les solutions pour un engagement vers la transition. Une transition pas pour certains, mais pour tous. Dans notre cas, nous travaillons surtout avec une population plus défavorisée, à bas revenus, et ce changement va favoriser d'abord ces personnes qui se trouvent dans des régions qui n'ont pas de perspective, ils ne savent pas où aller. Et lorsqu'on arrive et qu'on fait la mobilisation de cette population en indiquant tout le potentiel qui existe, c'est à partir de là qu'on crée de nouvelles solutions. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de convaincre les gestionnaires publics, parce que ça ne fait pas partie de notre culture brésilienne. La question la maîtrise sociale est encore très, très faible et on essaye justement d'établir des politiques qui peuvent assurer ces espaces de discussion, de transparence et d'engagement. Merci à tous les trois. Peut-être en guise pas de conclusion, parce qu'on n'a pas tellement envie que ça se conclue, cet échange, à vrai dire, mais moi, ce que je retiens dans les 3 différentes interventions qui ont été là, et même dans les réponses aux questions, c'est l'importance de rendre visible, tout d'abord, et de rendre visible, y compris des capacités qu'on soupçonne pas, qu'on pense pas, parce qu'elles sont pas liées au mode de pensée, à la manière que l'on a habituellement de penser ce qu'est l'efficacité. Alors qu'en fait, l'efficacité, elle est aussi portée par ces personnes qui sont embarquées dans les différents projets. Et c'est vrai quand on parle des catadores, comme quand on parle des citoyens de Totnes ou des gens du bassin minier, ils sont embarqués, ils vivent dans leur territoire. Il y a ce besoin presque physique finalement d'être pris dans son territoire. Donc, et le besoin de montrer que finalement les capacités, c'est pas uniquement cette version un peu édulcorée, scientifique qu'on pourrait en donner, de compétences qui préexisteraient comme ça et qu'on pourrait mobiliser un peu à la demande, mais il y a aussi des capacités qui sont chez les personnes, si on se donne la peine d'ouvrir les possibilités pour que qu'elles soient mises en œuvre. Et
D'ailleurs, la question qui était posée tout à l'heure sur ce que sont les ressources qui permettent finalement à ce que ces capacités s'expriment, et on voit que, encore dans la dernière réponse que vous donniez, Rob, la question c'est aussi, c'est quoi les espaces dans lesquels on sent justement qu'on est en sécurité, qu'on peut imaginer, qu'on peut se projeter. Et on voit comment le déplacement que opère SIA, par exemple, crée ce genre d'espace. Quand on dit remettre l'habitant au cœur de la démarche, on génère un espace qui est déjà tout de suite plus accueillant pour ce type de capacité. Après, ça n'enlève rien à la difficulté qui peut se poser d'emmener des gens qu'on a depuis si longtemps habitués à être au banc et toutes les questions autour de la gentrification ou du maintien, enfin de la difficulté pour les territoires où l'espoir est assez atteint. Mais mettre bien en scène le fait que c'est encore un peu plus dur, mais c'est justement là où il faut que ça se fasse, parce que c'est là où on est en plein cœur de l'impasse du modèle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, on pourrait dire, la compensation de ceux qui gagnent dans cette mondialisation, dans cette forme économique. On est chez ceux qui perdent sur tous les tableaux. Et donc une incitation à agir absolument magistrale, et en plus qui demande de reprendre. Sans ces personnes-là, ce sera impossible d'imaginer une transition vertueuse au sens de non seulement environnemental, mais aussi qui rééquilibre la place des uns et des autres dans tout ça. Donc, je trouve cette question de révéler la capacité des personnes sur place comme un point absolument central dans toutes vos démonstrations. Et il me semble que l'occasion qui nous a été offerte là par l'équipe du World Forum de vous faire parler les uns à côté des autres, mais j'imagine que ça arrive heureusement encore assez souvent, ça montre qu'aussi on a besoin de mieux révéler tout ce qu'il y a déjà d'absolument génial qui se produit dans des choses qui ont l'air pas grand-chose quand on les prend toutes seules, mais qui en fait, mises bout à bout, côte à côte, montrent que face à l'ampleur, on pourrait dire, du défi, il y a aussi une ampleur du mouvement. Et qui certes est naissant, émergent, mais ça fait déjà quand même un certain temps qu'il est émergent, mais qui malgré tout est un mouvement qui ne fait que de se renforcer. Et avec un appel à la reconnaissance un peu généralisée aux élus. Un moyen de convaincre l'élu tout à l'heure en 1 heure, c'est aussi qu'il ait entendu toute la semaine parler des événements, notamment ici du World Forum, pour montrer le logo du super local, montrer à quel point penser d'abord là où on est avec ce que l'on a autour de soi, c'est un levier particulièrement important pour justement imaginer autre chose. Et on voit bien comment c'est une rupture avec la manière que l'on a de penser l'avenir habituellement dans ce modèle classique, à travers des projections technologiques très, très désincarnées, très désituées, très en dehors du territoire. Donc je trouve que l'exercice que l'on a fait là, qui est un peu frustrant, parce qu'on aurait eu 1000 questions à vous poser davantage, et sans doute que vous auriez pu utiliser 3 fois ou 4 fois plus de temps, nous impose malheureusement de terminer maintenant notre session, mais ouvre malgré tout un encouragement à aller voir déjà les autres événements du World Forum, et ensuite aussi à continuer à s'intéresser, à s'instruire, à se solliciter les uns les autres pour s'auto-renforcer, pour aussi se faire du bien pour ceux qui s'impliquent, qui s'engagent dans tout ça. Je vous remercie pour votre discipline dans la salle, pour avoir tenu vos questions dans le temps, et je vous dis à bientôt sur le World Forum.